Bonjour à tous. Je vous propose de commencer avec juste quelques minutes d'avance. Ça permettra de terminer peut-être avec quelques minutes d'avance, mais je le pense. Donc je m'appelle Fabien Despace, c'est écrit au tableau. Je suis chargé de vous faire l'enseignement sur la pharmacologie des médicaments anticancéreux. Vous m'avez peut-être déjà subi il y a quelques temps sur la pharmacocinétique, il y a des enregistrements qui sont passés et en effet vous avez peut-être eu ce type de vidéo transmission. Vous me verrez certainement également en vidéo dans le SPOC, parcours de soins de patients atteints de cancer, puisque je suis chargé avec Charlotte Weiss de coordonner ce SPOC. On a choisi d'introduire cet enseignement dans votre cursus et c'est un aspect plus pratique, pragmatique, où vous avez en effet la description du devenir du patient une fois son diagnostic et après sa prise en charge. Il y a un autre enseignement en ligne du même type pour lequel on vous a peut-être invité, qui n'est pas encore intégré dans votre cursus, mais qui peut être en option, qui est le MOOC de Paris Diderot. Alors le MOOC, c'est un acronyme anglais, c'est les enseignements en ligne. Le SPOC, c'est sur invitation. Le MOOC, c'est ouvert à tout le monde. Donc si vous surfez, en effet, vous pouvez identifier ce type d'enseignement. À Paris Diderot, c'est stratégie diagnostique des cancers. Donc vous avez un peu expliqué toute la NAPAT, comment on grade un cancer, une pathologie tumorale, etc., etc. Donc vous avez certainement reçu dans vos boîtes mail l'invitation pour le SPOC. Il faut vous inscrire sur la plateforme, vous créez un compte, ce qui nous permet ensuite à importer votre profil dans des cohortes pour refaire des groupes de travail et pouvoir avoir le suivi par votre moniteur pour un petit peu vous aider, vous accompagner dans le suivi de cet enseignement. C'était l'intro. Alors, passons un peu plus aux choses sérieuses, avec en effet les médicaments anticancéreux. Alors, j'ai choisi volontairement de faire synthétique sur les cours des médicaments anticancéreux parce qu'on pourrait passer bien plus que 2 heures. Je ne sais pas si ça aurait un grand intérêt de vous farcir la tête, de réussir à tout faire rentrer. C'est plutôt vous donner un petit peu des repères sur les grandes classes pharmacologiques, que vous ayez un petit peu les idées claires. Et puis ensuite, si vous voulez, si vous souhaitez, et même dans votre exercice professionnel, vous y serez confronté à revenir un petit peu au bouquin pour réussir à avoir les recettes des médicaments anticancéreux. Et de toute façon, même si on fait un enseignement exhaustif cette année, eh bien, dans 3-4 ans, ce sera un petit peu dépassé. Donc, vaut mieux que vous ayez les bases et ensuite, eh bien, vous allez réussir à loisir à modifier vos connaissances. Madame G, 65 ans, adepte de l'exposition solaire, constate le 24 août 2016 une tache de couleur et de forme irrégulière localisée à la face postérieure du bras gauche. Le 15 septembre 2016, le dermatologue effectue un prélèvement pour analyse histologique. Alors un prélèvement, on fait comment? Un coup de bistouri et puis on envoie ça à la NAPAT. Et à la NAPAT, on fait quoi? On regarde la forme, la morphologie du tissu, la forme des cellules. Et donc, on va pouvoir caractériser en effet au niveau histologique le phénotype de la tumeur. Et ensuite, on va pouvoir faire des typages, c'est-à-dire avec des anticorps, on va essayer d'identifier des protéines qui sont exprimées par cette tumeur et pouvoir la classifier puisque on va avoir en effet des adaptations de traitement suivant le typage de tumeur. Donc la forme phénotypique peut être identique, mais ensuite on va avoir des choix de traitement en fonction des examens complémentaires. Des soins infirmiers ont été prescrits pour retirer les fils de suture et c'est à cette étape-là que vous intervenez. Madame G vous pose des questions. Et oui, ça arrive. Qu'est-ce que la division cellulaire et le cancer? Alors, la division cellulaire, vous avez vu ça il y a quelques temps, vous l'avez revu et revu encore. Mais si on reprend un peu les bases pour que vous l'ayez dans vos supports d'enseignement, eh bien, quand une cellule se divise, quand les cellules se divisent, c'est extrêmement bien orchestré. Vous avez ce cycle cellulaire avec les différentes phases, G1, S, G2, M, de manière à avoir
un processus physique où une cellule mère va multiplier son ADN génétique pour passer d'une quantité 2N à une quantité 4N et ensuite avoir une division physique de cette cellule mère en 2 cellules filles rigoureusement identiques. Vous avez un allèle d'origine maternelle, un allèle d'origine paternelle. On fait un mix un petit peu de tout ça quand on a les cellules gamètes, mais le patrimoine génétique de toutes les autres cellules somatiques, eh bien, le patrimoine génétique est exactement identique et vous avez la multiplication d'ADN pour avoir une cellule un peu plus grosse, puis ensuite qui va se diviser en 2 pour donner 2 cellules filles. Et ces différentes étapes, G1, S, G2, mitose, sont orchestrées par des protéines. Vous avez l'expression de différentes protéines qui vont permettre de passer d'une étape à l'autre et de valider. Et si jamais il y a une erreur, la cellule, normalement, va rentrer en apoptose. Et une cellule, ça a une durée de vie. C'est-à-dire que normalement, une cellule, en effet, ça se multiplie, ça se divise, et puis vous avez des cellules qui vont mourir sans s'être divisées, et puis ça permet de faire le renouvellement du tissu, et donc d'avoir un tissu qui reste homogène et avec le patrimoine génétique qui est tel qu'il est identique. Donc division cellulaire extrêmement bien orchestrée, c'est ce qui se passe quand tout va bien. La cancérisation, on va avoir une perte du contrôle de l'apoptose, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses se divisent de manière indéfinie. Alors certes, ça peut se diviser, et ce n'est pas encore trop grave, mais ça peut se diviser et envahir les tissus environnants et les détruire. C'est la différence entre le bénin et le malin. Les tumeurs malignes vont avoir cette propension à envahir d'autres tissus et à détruire les tissus qui ont été envahis. Une cellule tumorale, de manière caricaturale, c'est une cellule qui se divise tout le temps et qui est immortelle. Et donc, si on ne fait pas une prise en charge thérapeutique, on va avoir une division continue, une croissance de ces tumeurs, et ensuite un envahissement au tissu environnant et destruction des tissus qui ont été atteints. Et donc, on va retrouver ce cycle cellulaire, ça reste quand même une cellule, avec la phase G1, S, G2, mitose, extrêmement bien orchestrée par des protéines également, mais ces protéines peuvent être la cible de médicaments pour bloquer la cellule dans un état et ensuite la précipiter vers l'apoptose. L'idée des traitements anticancéreux, c'est de rendre mortelle une cellule immortelle. Une cellule cancéreuse est une cellule qui se divise tout le temps, forte consommation métabolique, tout le temps en train de se diviser de manière infinie et qui est mortelle. Donc l'idée, c'est d'utiliser les différentes étapes du mécanisme de division cellulaire pour rendre mortelle une cellule immortelle. Et donc on va utiliser des médicaments qui vont bloquer à différents stades du cycle cellulaire, et c'est de manière générale, mais il va y avoir d'autres médicaments qui vont agir par d'autres modalités qu'uniquement le cycle cellulaire, mais bon nombre de médicaments vont utiliser différents points d'étape du cycle cellulaire pour rendre mortelle une cellule immortelle. Alors on va voir des médicaments qui vont permettre l'inhibition de la croissance tumorale, l'interaction de la synthèse protéique et l'effet cytotoxique, cyto, cellule, toxique, toxicité. On vient être toxique sur les cellules, on vient rendre mortelle une cellule immortelle. Blocage de la division cellulaire, effet antimitotique, inhibition de la division cellulaire, où on va stopper la croissance tumorale. Et donc, on va réussir à maintenir à l'état quiescent ces cellules tumorales. Et par conséquent,
On ne va pas être curatif, mais on va limiter la progression des cellules tumorales. Donc on va voir au niveau stratégie de prise en charge des cancers, et bien suivant certains stades, suivant l'âge du patient, suivant son pronostic, on peut choisir d'être curatif, traiter vraiment les cellules tumorales, être cytotoxique sur ces cellules tumorales, ou être antimitotique, c'est-à-dire stopper l'évolution des cellules tumorales, et peut-être que le patient peut mourir d'autre chose que de sa pathologie tumorale. Mais en tous les cas, comme on va avoir des cellules agressives qui se divisent tout le temps, qui sont immortelles, l'intérêt, ça va être de faire une polychimiothérapie, c'est-à-dire de combiner différents principes actifs entre eux. On va faire un cocktail de chimiothérapie où on va combiner différents médicaments de manière à toucher différents stades du cycle cellulaire et ainsi potentialiser l'effet cytotoxique de nos médicaments. Alors une fois expliqué ça à Madame G, où en effet, vous avez fait la synthèse du cycle cellulaire, vous avez expliqué que les cellules tumorales identifiées sur le relief positionné sur le bras gauche, ces cellules tumorales sont des cellules cancéreuses. Ces cellules doivent être retirées au niveau chirurgical, mais on va essayer de faire un bilan d'extension de manière à identifier le stade de la cellule tumorale. On m'a parlé de chimiothérapie. Alors la chimiothérapie, oui, chimio, chimique, thérapie, traité. On va retrouver notre classification de médicaments anticancéreux, cytotoxiques, antimitotiques. Des hormones et des anti-hormones. Oui, puisque vous avez des voies physiologiques qui peuvent contrôler la division cellulaire. Et par conséquent, on va utiliser ces voies physiologiques qui contrôlent la division cellulaire pour limiter la croissance de ces cellules tumorales. Donc, c'est certains types de cancers. Est-ce que vous avez des exemples en tête de cancers pour lesquels on va utiliser des hormones ou des anti-hormones? Cancer du sein, cancer des ovaires. J'ai entendu par là, mais je ne suis pas sûr. Prostate, thyroïde. Ouais, on a fait les grands quand même. Testicules. Et en effet, on va utiliser les voies physiologiques qui permettent de moduler la division cellulaire de ces tissus. Puisque ces tissus, ils sont sensibles à la prolifération cellulaire suivant des voies hormonales. Et donc, soit on va utiliser des hormones, soit on va utiliser des antagonistes de ces hormones, c'est-à-dire des médicaments qui viennent bloquer les récepteurs. Et ces récepteurs sont impliqués dans la voie de signalisation de la prolifération de ces tissus. Donc là, on est cytostatique. On limite la progression et la croissance de ces cellules tumorales. Quand on a un patient âgé, 80 ans par exemple, avec des métastases dues à un cancer de la prostate, si on réussit à limiter la croissance des cellules tumorales, on peut avoir une espérance de vie d'une dizaine d'années. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas forcément d'identifier le cancer, les cellules tumorales, et d'être cytotoxique sur ces cellules tumorales. Là, c'est en effet de limiter la progression des cellules tumorales. Si les territoires de ces cellules tumorales, avec les territoires envahis, on n'a pas d'effet notable au niveau clinique, on a une faible expression clinique, on peut avoir cette stratégie de bloquer la croissance de ces cellules tumorales et ainsi permettre la vie de faire son cours aux patients de 80 ans et donc on peut gagner en espérance de vie plutôt que d'être hyper agressif sur ces cellules tumorales et risquer d'avoir un décès suite aux effets indésirables de la chimiothérapie. Donc tout ça, ça se choisit en fonction du type de tissu, d'origine, en fonction de la clinique du patient et en fonction des médicaments qu'on a en possession. Donc, hormones, anti-hormones, on a vu les différents exemples. Ensuite, on va voir des immunomodulateurs.
C'est-à-dire que vous avez certains types de cancers qui sont d'origine hématologique, c'est-à-dire que tous les types, la plupart des tissus de l'organisme peuvent donner des cancers, dont notamment les cellules immunitaires. Donc on va avoir des cellules tumorales d'origine immunitaire et donc on va avoir des immunodépresseurs qui vont limiter la progression de ces cellules tumorales d'origine immunitaire. Et au contraire, on peut utiliser le système immunitaire comme un allié et faire reconnaître les cellules tumorales comme des cellules étrangères à l'organisme. Alors je suis passé assez vite sur la diapo précédente, mais en effet, vous avez une très forte division cellulaire au niveau physiopathologique dans les cellules tumorales, et parfois même vous avez des aberrations chromosomiques, des duplications, triplications de certains chromosomes ou bras de chromosomes ou matériel génétique, et on peut avoir un matériel génétique qui va dégénérer et avoir la synthèse de protéines qui normalement ne sont pas exprimées dans le génome humain. Et ainsi, on peut avoir des cellules tumorales qui vont exprimer des protéines qui sont aberrantes et on va stimuler le système immunitaire pour faire reconnaître ces cellules tumorales comme des cellules étrangères à l'organisme. Donc, un patient qui présente une pathologie tumorale, on peut chercher à activer son système immunitaire pour utiliser l'effet cytotoxique des lymphocytes T cytotoxiques à visée thérapeutique. On va voir l'exemple, et c'est le prix Nobel de l'année dernière, avec l'immunothérapie, où en effet, on va stimuler ces cellules immunitaires pour engager une réponse immunitaire contre les cellules tumorales. Donc, immunomodulateur, c'est pour cette raison que ce terme lexical est utilisé. Immunomodulateur, on module, soit on déprime la réponse immunitaire parce que ce sont des cellules tumorales d'origine immunitaire, soit on active le système immunitaire parce qu'on cherche à faire reconnaître les cellules tumorales comme des cellules étrangères à l'organisme. Et enfin, eh bien, on va avoir quand même pas mal d'effets indésirables de ces médicaments anticancéreux. Et on peut avoir des médicaments qui vont traiter les effets indésirables dus aux médicaments de chimiothérapie. On va retrouver en effet les antiémétiques pour les vomissements, des corticoïdes, des chimioprotecteurs, des facteurs de croissance hématopoïétique, des anti-infectieux, etc., etc. Et ensuite, de manière caricaturale, certes, mais dans la plupart des cas, c'est vrai, on traite encore bon nombre de cancers avec une chimiothérapie, une polychimiothérapie, par voie parentérale. Je vous ai mis un exemple pour le lymphome B diffus à grande cellule, lymphome, lymphocyte, B, les lymphocytes B. Normalement, un lymphocyte B, c'est tout petit, tout ratatiné, avec simplement un anticorps à la surface, et quand il rencontre son antigène, eh bien, il va se diviser et engager une réponse immunitaire. Et on peut avoir ces cellules tumorales, l'apparition de cellules tumorales du fait de cette lignée de lymphocytes B, et ça donne un lymphome B diffus à grande cellule. Normalement, le lymphocyte B est tout petit, tout ratatiné. Et si vous voyez des grands lymphocytes avec à grande des S, cellules avec des S, ça veut dire que c'est hétérogène. Et par conséquent, c'est bien une cellule tumorale qui se divise de manière erratique et qui donne ce type de pathologie. Et on va donner du R-CHOP21. Alors, vous l'avez sûrement vu dans les stages, on aime parler de manière ésotérique et un petit peu biblique, là, avec des acronymes, soit pour les pathologies, soit pour les traitements, et encore pour les stades. Donc parfois, quand on n'est pas initié, eh bien, on peut être complètement dérouté vis-à-vis de ce champ lexical utilisé dans les termes de la prise en charge de nos patients. Alors, R-CHOP21, c'est pas très compliqué. R, c'est le premier médicament, rituximab, C, cyclophosphamide, H, hydroxodoneurobicine, O, oncovin, et P, prednisone. C'est marqué sur la diapo. Alors 21, pourquoi R-CHOP 21 ? Hein ? Il n'y en a pas eu 21 avant, non ? C'est fait tous les 21 jours. C'est-à-dire qu'on va donner un cocktail de chimiothérapie de façon séquentielle. On prépare, le patient prend le taxi
depuis chez lui, arrive à l'hospitalisation 2 jours, on fait un bilan biologique, on regarde l'état clinique du patient, on a la chimiothérapie et on a le feu vert pour lui administrer si le bilan biologique est OK, si au niveau médical tout va bien pour lui faire l'administration. On lui fait l'administration, le patient rentre chez lui et 21 jours, on recommence. 21 jours plus tard. C'est pour cette raison que c'est du R-CHOP 21. Alors si on administrait l'intégralité de la dose qui est prévue, c'est-à-dire on donne pour du LBDGC, lymphome B différentes cellules, R-CHOP 21, c'est 6 à 8 cures, 6 à 8 administrations de ce cocktail de chimiothérapie. Si on l'administre en une fois, en une journée, on tue le patient. C'est-à-dire qu'on donne des médicaments très toxiques, cytotoxiques, et on est obligé de les donner de manière itérative, répétée, parce que c'est tellement toxique que le risque, c'est de tuer le patient. Donc, on donne de manière répétée cette chimiothérapie. Les Allemands font du R-CHOP 14. Et il faut la rigueur allemande pour réussir à tenir le cap d'une administration aussi rapprochée tous les 14 jours. Parce que tous les 21 jours, ces médicaments de chimiothérapie donnent des effets indésirables, nausées, vomissements, perte des cheveux, etc. C'est vraiment toxique. Vous avez certainement identifié ça dans la prise en charge au cours de vos stages dans les services de cancérologie. Donc, R-CHOP, c'est l'acronyme de chacun des médicaments. C'est pour ça qu'on parle de polychimiothérapie 21, parce que c'est une administration tous les 21 jours. Le médecin m'a dit que l'on débutera par des cytotoxiques, alors que l'on débutera par des... J'ai noté les noms de médicaments, dacarbazine, déticène. Alors vous avez encore plus moderne que l'iPhone, vous avez les Mac ou ordi. Qu'est-ce que c'est que le déticène? Vous n'avez pas Internet? C'est la loose. Bon, vous l'avez sur l'iPhone. Alors allez-y. Oh, ça capte ici quand même. Anti-néoplasique. Alors anti, contre, néo, nouveau, plasique. C'est contre la division cellulaire. C'est médicament anticancéreux. C'est le terme consacré. Et ensuite, vous regardez un petit peu, il y a le nom de spécialité, hein, vous vous souvenez, dans vos cours de pharmacologie. Hop, où est-ce qu'elle est la flèche? Ah, il n'y a plus de flèche. Ça y est. Vous avez le nom de spécialité avec le R, qui est le nom de marque. Et ensuite, vous avez la DCI, c'est le nom scientifique du médicament, et ça vous permet d'identifier des racines, puisque normalement c'est bien fait, et ça vous donne des familles pharmacologiques, et donc presque des familles chimiques, et ça vous permet d'identifier un petit peu quels sont vos médicaments. Alors, au niveau des infos, vous pouvez retrouver ces informations sur le site de l'ANSM. Il y a le répertoire des médicaments. Donc, vous avez un onglet, alors il change la mise en page de temps en temps à l'ANSM. Et ensuite, vous pouvez en effet retomber sur les moteurs de recherche et taper les noms du médicament et vous allez avoir le résumé des caractéristiques du produit, c'est la carte d'identité du médicament et donc avoir au paragraphe, au chapitre pharmacodynamie, le mécanisme d'action de votre médicament. Donc l'ANSM, c'est possible. Vous faites comme ça, là, hein, ou spécialité, etc. Mais vous avez également Teriac. Teriac est assez pratique. Alors il faut se créer un profil. C'est comme Fun Campus sur le Spock, où vous pouvez mettre que vous êtes gentil étudiant infirmier et vous allez pouvoir accéder à Teriac. À Teriac, vous pouvez rentrer les noms du médicament, accéder au RCP, c'est pas mal ça, mais l'avantage c'est que vous pouvez avoir des analyses d'ordonnance. C'est-à-dire vous pouvez rentrer les différents médicaments que prend un patient et faire moteur de recherche, et vous allez avoir une analyse des ordonnances avec potentiellement des interactions médicamenteuses. Et vous pouvez avoir également bien les effets indésirables qui peuvent être associés à l'exposition de ces médicaments.
Donc quand on est sur le déticène, 100 mg poudre et solution injectable, vous avez médicament cytotoxique, c'est un cytotoxique alkylant. Alors, on va voir, c'est une famille chimique. Antinéoplasique, ça c'est la classe ATC. Et vous avez autre agent alkylant, etc. Et après, vous avez les propriétés pharmacodynamiques, antinéoplasique, cytostatique, analogue structural de l'amino, 5-amidazole, etc., etc. Donc la dacarbazine, c'est un antinéoplasique. Si on reprend le chapitre directement, analogue structural d'une base. Après N-déméthylation au niveau hépatique, elle donne naissance à un ion méthyldiazonium, lui-même agent alkylant, un métabolique principal inactif. Alors, j'ai choisi de vous présenter une classification des médicaments anticancéreux. On ne peut pas tous les voir, il y en a plus de 70, donc on ne va pas tous se les peler aujourd'hui à la litanie. On va essayer d'identifier les différents grands schémas de mécanismes d'action et ensuite, ainsi, vous aurez vos repères. Donc on a vu, une cellule tumorale, c'est une cellule immortelle, constamment en train de se diviser. Par conséquent, si vous administrez un médicament qui vient bloquer la division cellulaire et qui est éliminé en quelques heures, eh bien vous allez réussir à bloquer les cellules qui sont en train de se diviser. Et ces cellules en train de se diviser vont mourir. Et donc, vous réussissez à rendre mortelles les cellules qui sont en train de se diviser, dont les cellules tumorales. Pour cette raison qu'on va administrer de façon séquentielle également. C'est-à-dire qu'on va réussir à atteindre toutes les cellules qui sont en train de se diviser dans la tumeur, mais toutes ne sont pas au même stade du cycle cellulaire. Et si vous imprégnez votre patient pendant plusieurs jours, toutes les cellules vont mourir de son organisme, et donc vous n'allez pas avoir une grande réussite au niveau de la survie globale de votre patient. Donc, on va administrer de façon séquentielle en espérant que vous allez atteindre le maximum de cellules tumorales puisque ces cellules tumorales sont tout le temps en train de se diviser. Oui. Cette manière séquentielle d'administrer les thérapeutiques, ça concerne tout ce qu'on a vu, les hormones, les médicaments. Alors, je répète puisque tout le monde ne peut pas entendre avec le micro. Vous avez en effet ces cellules cytotoxiques, ces médicaments cytotoxiques ont une stratégie de traitement. C'est-à-dire qu'on les administre de façon séquentielle et suivant le type de cancer, on va choisir ce type de traitement ou alors des cytostatiques. Et donc, on va avoir différentes stratégies de traitement pour différents types de cancers. Et pour certains cancers, on va utiliser ces médicaments cytotoxiques de façon préférentielle parce qu'on sait qu'on a des bons résultats. Pour d'autres types de cancers, on ne va pas choisir ces médicaments cytotoxiques. On va utiliser des cytostatiques, par exemple. Donc, vraiment, on ne peut pas faire de généralité, mais en effet, on va choisir au cas par cas, type de cancer par type de cancer, la stratégie médicamenteuse. Donc, quand on regarde parmi les médicaments cytotoxiques, on va utiliser différentes étapes du cycle cellulaire de façon à pouvoir enrayer la machine et rendre mortelle une cellule immortelle. Différentes étapes sont possibles. Une action en amont de l'ADN, puisque l'ADN, c'est ce qui permet de faire le cycle cellulaire. Et donc, si on a un impact sur l'ADN, on va réussir à stopper la poursuite du cycle cellulaire. Première possibilité, on vient sur les constituants de l'ADN. L'ADN, c'est un chapelet d'acides nucléiques, double brin, et vous avez ce code génétique avec ces différentes bases qui sont juxtaposées. Et donc, ces acides nucléiques sont associés. Vous vous souvenez, dans la division cellulaire, quand on est en phase S, on va avoir un décrochage des deux brins et on va venir rajouter des acides nucléiques sur les deux brins décrochés. Et ainsi, vous avez sur l'ADN polymérase là, eu la constitution du brin complémentaire et ainsi, vous avez directement la division cellulaire sur la phase S. Donc, si vous apportez des éléments qui se font passer pour des acides nucléiques, mais qui ne sont pas les vrais acides nucléiques, eh bien, vous allez avoir la cellule qui est en cours de synthèse, qui débobine son ADN et qui décroche ces doubles brins,
qui va intégrer des éléments pour des acides nucléiques, mais qui ne sont pas les acides nucléiques. Et en fait, ensuite, vous allez augmenter les forces de contrainte, et ensuite, on va fragmenter l'ADN. Quand on fragmente l'ADN, eh bien, on engage le processus apoptotique. Alors, plusieurs possibilités pour réussir à faire cette modalité, soit des antimétaboliques du 5-FU, c'est-à-dire qu'on vient positionner directement quelque chose qui ressemble à l'acide nucléique, qui se fait passer pour l'acide nucléique, mais qui n'est pas l'acide nucléique naturel. Et donc, on va bloquer la synthèse à phase de S de ces cellules. Tant qu'on a du 5-fluorouracile dans le sang, eh bien, toutes les cellules qui ont besoin d'acide nucléique parce qu'elles sont en train de se synthétiser sur la phase de S vont intégrer ce 5-fluorouracile et ensuite l'ADN va être fragmenté et on va avoir l'apoptose de la cellule tumorale. Alors c'est la cellule tumorale, mais également toutes les autres cellules de l'organisme qui sont en train de se diviser. On va voir le cortège de profil des fers indésirables. Et ensuite, eh bien, on peut avoir des interactions directes avec cette double hélice d'ADN. C'est-à-dire d'avoir des médicaments qui viennent se coller sur cette double hélice d'ADN qui est en phase de S. Si on arrive à venir bloquer la poursuite du cycle cellulaire, on va engager l'apoptose de nos cellules tumorales. Et donc on va avoir une grande famille de médicaments anticancéreux, cytotoxiques, la bonne veille pétoire de cytotoxiques. Ce sont les médicaments dits alkylants. Et pourquoi on les appelle des alkylants? Est-ce que certains d'entre vous ont fait de la chimie? Option chimie. Alkyle, c'est un groupement alkyle. C'est un groupement chimique. Et ce groupement alkyle, c'est ce qui permet de coller à l'ADN. Et les médicaments qui portent un groupement alkyle sont toxiques. Et pourquoi ils sont toxiques? Parce qu'ils ont un groupement alkyle et que ce groupement alkyle permet de venir adhérer de manière covalente, c'est-à-dire que ça se fixe directement à cette double hélice d'ADN. Sur le schéma, c'est ce petit morceau-là. C'est-à-dire que ça vient directement se coller sur l'ADN qui est en cours de synthèse. Il faut déspiraler l'ADN, avoir le décrochage des deux brins, et c'est à ce moment-là que le groupement alkyle peut venir se fixer sur cette double hélice d'ADN. Donc quand une cellule est en train de se diviser, si dans le sang on retrouve du médicament avec un groupement alkyle, ce médicament va venir se fixer sur le double brin qui est en train de se diviser, qui est en phase de S. Et ensuite, eh bien, on va augmenter les forces de contrainte et on va avoir une fragmentation de l'ADN. Alors ces médicaments groupement alkyle qui portent un groupement alkyle, il y en a plusieurs, mais d'un point de vue découverte, ce sont des médicaments anciens. 1960, le premier médicament, enfin le deuxième médicament, cyclophosphamide. Médicament, je vous l'ai cité tout à l'heure dans le R-CHOP, lymphome B diffus à grande cellule. Le traitement de référence, c'est du R-CHOP 21. Et dans le C du R-CHOP, c'est le cyclophosphamide. C'est un médicament très ancien, certes, mais très largement encore utilisé de nos jours. Alors, ça appartient à la famille des moutardes azotées. Et vous vous souvenez, on a eu pas mal de documentaires ces derniers temps sur la Grande Guerre, etc., la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez certainement entendu parler des gaz moutardes. Les gaz moutardes, c'est des composés qui portent des groupements alkyles. Alors ils s'amusaient à vaporiser ça et à se balancer ça dans les tranchées. Et en effet, les soldats ensuite étaient exposés par ces éléments vaporisés. Ces éléments vaporisés se déposaient sur la peau. De la peau, c'était intégré dans les cellules du territoire cutané, les cellules en cours de division, et on avait des apoptoses de ces cellules cutanées, et on retrouvait bien des décollements cutanés sévères, et également des complications respiratoires, puisque l'air vaporisé et inhalé était ensuite acheminé dans les voies aériennes supérieures, et on retrouvait en effet bien une atteinte cytotoxique de tous ces tissus qui étaient exposés à ces composés alkylants. Alors pour la petite histoire, pour que vous ayez un petit peu en tête, au moins
ces composés? Eh bien, Première Guerre mondiale, gaz moutarde, guerre des tranchées. Entre deux guerres, accords internationaux pour ne plus utiliser ces gaz moutardes. Et en fait, les Alliés, au cours de la Seconde Guerre mondiale, avaient peur que Hitler utilise des gaz moutardes comme gaz de combat. Donc, les Alliés ont secrètement stocké du gaz moutarde dans un bateau, le John Harvey, et la Luftwaffe a bombardé la péninsule de Bari où mouillé secrètement ce John Harvey et ça fait exploser quasiment l'intégralité du stock de gaz moutarde dans la péninsule de Bari. Et c'est la belle explosion avec la photo. Et vous avez eu une odeur d'ail qui s'est disséminée dans l'ensemble de la péninsule de Bari et des GIs qui ont été exposés à des concentrations plus ou moins fortes de ces composés groupements alkyles. Et il y avait 2 pharmacologues et un médecin militaire qui étaient chargés de réaliser la prise en charge des GIs qui ont été exposés. C'était des sujets jeunes, pleine forme, exposés à des doses variables de ces groupements alkyles. Et sur les constats, c'est-à-dire que les pharmacologues étaient chargés de trouver des antidotes et le médecin militaire avait aussi des applications sur la prise en charge de patients atteints de lymphome de Hodgkin. Lymphome de Hodgkin, ce sont des hyperplasies des cellules blancs. Et donc, ils ont fait la relation des GIs exposés à des groupements alkyles présentaient des aplasies médulaires, diminution de la concentration de nombre de blancs. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser des groupements alkyles chez des sujets qui présentaient des hyperplasies. On sait que ces médicaments, enfin ces composés, permettaient de faire diminuer le nombre de blancs chez un sujet normal. Chez des sujets qui ont des hyperplasies, pourquoi ne pas utiliser ces groupements alkyles pour faire diminuer le nombre de blancs? Et donc, c'est à partir de ce moment-là où on a créé un premier médicament, mais le deuxième, cyclophosphamide, deuxième médicament, largement encore utilisé de nos jours et issu directement de ces composés gaz moutarde. Alors, vous avez ce cyclophosphamide, il est métabolisé au niveau hépatique et vous avez un composé qui est ensuite l'acroléine, qui est excrétée par voie rénale et qui présente une capacité d'irriter l'arbre urinaire. Donc, quand on administre ce médicament au patient, on rassure le patient qu'on peut retrouver des hématuries. On peut retrouver du sang dans les urines. Donc, avoir une teinte rose-rouge de l'urine, puisqu'on va avoir une atteinte toxique de cet arbre urinaire. Alors après, vous avez d'autres médicaments, ifosfamine, melphalan, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut retenir, que quand vous voyez alkylant, vous retenez groupement alkyle, vous pensez gaz moutarde. C'est toxique parce que groupement alkyle, ça vient se fixer sur la double hélice d'ADN qui est en train de se diviser. On bloque le cycle cellulaire, on fragmente l'ADN et on engage l'apoptose et donc on rend mortelle une cellule immortelle. À partir du moment où on a encore du cyclophosphamide dans le sang, toutes les cellules qui sont en train de se diviser vont rentrer en apoptose. Donc de façon séquentielle, on va engager l'apoptose de toutes les cellules qui sont en train de se diviser. Et donc vous voyez l'effet cytotoxique, l'effet à visée thérapeutique anticancéreuse, rendre mortelle une cellule immortelle, mais à l'inverse, vous voyez le profil d'effet indésirable, on va atteindre tous les tissus à fort pouvoir de prolifération cellulaire, et donc on va avoir les profils d'effet indésirables classiques de la chimiothérapie. Quand vous avez un sujet qui présente une polychimiothérapie R-CHOP cytotoxique, eh bien c'est classique, ça fait perdre les cheveux, ça fait vomir, ça donne des aplasies médulaires, c'est des atteintes sur les gonades. On va le revoir un peu plus tard. Alors, si métastase cérébrale, indication de la photémustide, muforan, pourquoi? C'est aussi un alkylant. Voilà, il faut que notre médicament il franchisse la barrière hémato-encéphalique. Le cyclophosphamide ne franchit pas très bien la barrière hémato-encéphalique. Alors ça peut être un avantage, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de toxicité cérébrale, centrale. Puisque si votre tumeur est périphérique, il vaut mieux utiliser un médicament qui ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique. Par contre, s'il y a une localisation neuroméningée, eh bien la tumeur va être à l'abri de l'effet cytotoxique de votre médicament parce que votre médicament va rester à la porte de la barrière hémato-encéphalique. Et donc, on va choisir un médicament avec des propriétés physico-chimiques différentes, mais qui porte toujours ce groupement alkyle de façon à présenter cette cytotoxicité. Mais il faut qu'il soit lipophile
pour pouvoir franchir cette barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique n'a plus de secret pour vous. Vous vous souvenez, ce n'est pas un bocal, hein, c'est vraiment un épaississement de l'ensemble du territoire vasculaire à destinée du système nerveux central. Toutes les artères, toutes les veines présentent ce manchon d'astrocytes. Donc vous avez le complexe vasculaire qui est toujours le même, hein, les cellules qui sont juxtaposées, qui constituent l'endothélium. Et ensuite, eh bien, vous avez ces manchons d'astrocytes qui viennent entourer d'une manière supplémentaire, une couche supplémentaire tout autour des vaisseaux. Et donc, ça fait une barrière physique supplémentaire entre le secteur plasmatique, là où vous avez votre médicament, et le tissu nerveux central, là où potentiellement vous avez votre tumeur. Alors, c'est les nitrosourés, toujours de la famille des alkylants, et c'est liposoluble. Ça passe à barrière hémato-encéphalique. Ça va, vous êtes toujours en forme? Oui. Bon alors, encore une fois, on ne va pas voir l'ensemble de la liste, parce que sinon, je vais vous perdre. Je n'ai pas envie de vous perdre. Restez encore un petit peu. Vous avez en effet, donc on a vu tout au début, et action en amont, c'est-à-dire on va utiliser des médicaments, principes actifs, qui se font passer pour les bases puriques et pyrimidiques pour rentrer dans la phase de S et venir bloquer la poursuite du cycle cellulaire. Ou alors on va avoir des médicaments, comme on a vu, les alkylants, qui viennent se fixer de manière covalente sur la double hélice d'ADN. Vous avez des agents intercalants. Les agents intercalants, ça fait quoi? Ça s'intercale. Bah oui, ça s'intercale. Ça s'intercale dans quoi? Dans la double hélice d'ADN. Vous avez la donorubicine, hydroxodonorubicine, il y en a plusieurs. Mais quand vous regardez dans le RCP, si vous voyez agent intercalant, pensez, ça s'intercale dans la double hélice d'ADN. Ce sont des structures quadricycliques. Il y a 4 cycles. Et ça fait pile poil l'encombrement stérique pour venir s'enchasser dans la double hélice d'ADN. Donc il faut que la double hélice d'ADN soit déspiralée pour pouvoir intégrer ces familles de principes actifs, agents intercalants, pour venir s'intégrer directement et bloquer ensuite la poursuite du cycle cellulaire. Les agents intercalants, ça s'intercale. Les inhibiteurs de la réplication, irinotécan, topotécan. Alors vous avez en effet, quand vous déspiralez l'ADN, vous avez des ADN topoisomérases. Vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire que quand vous déspiralez une pelote de laine, ça fait des forces de contrainte. Et donc ces ADN topoisomérases, vous avez la topoisomérase 1 qui coupe un brin d'ADN qui permet de dérouler et de recoller, la topoisomérase 2 qui coupe les 2 brins d'ADN qui permet de dérouler et qui recolle. Voilà. Et vous avez en effet la possibilité d'avoir des bloqueurs, des médicaments qui vont inhiber ces ADN topoisomérases. Ce qui fait que quand on va déspiraler l'ADN, on va augmenter les forces de contrainte et fragmenter l'ADN. Et ainsi, quand vous avez ces médicaments qui sont administrés au patient, tant que le patient présente dans le sang ce type de médicament, toutes les cellules qui vont rentrer en division vont avoir cette force de contrainte, fragmentation de l'ADN, et on va faire rentrer en apoptose toutes les cellules qui sont en cours de division cellulaire. Agent scindant, ça scinde. Eh oui, vous avez des médicaments qui viennent fragmenter l'ADN, ce sont des agents scindants. Action pendant la mitose. Des antimitotiques. Alors, pour pouvoir faire la mitose, vous vous souvenez, hein, dans le cycle cellulaire, vous avez votre double hélice d'ADN qui va se multiplier, puis ensuite la formation des chromosomes avec les 2 brins de chaque côté, les 2 bras, et ensuite alignement sur le fuseau mitotique, ça vous rappelle ça? Avec les centrioles, les microtubules. Les microtubules, c'est les autoroutes des chromosomes. Et vous avez le chromosome qui se retrouve au milieu, puis ensuite une séparation des 2 brins qui vont migrer à chaque pôle de la cellule.
Les antimitotiques agissent sur la polymérisation des molécules de tubuline pour faire les microtubules. Et ainsi, votre ADN est en quantité 4N, très compactée, mais vous n'avez pas la formation du fuseau mitotique. La cellule ne peut plus réguler son cycle cellulaire parce que l'ADN est hyper compacté, elle ne peut plus produire de protéines, et par conséquent, si vous bloquez une cellule en phase mitose, vous allez l'engager en apoptose assez rapidement après. C'est vincristine, paclitaxel. Vincristine, c'est les alcaloïdes de la pervenche. Ce sont les médicaments les plus cytotoxiques que l'on connaisse. Oui. Ouais. C'est un effet cytotoxique et comme je vous disais, on va avoir une polychimiothérapie, c'est-à-dire qu'on va choisir des médicaments qui viennent agir à différentes étapes. Quand vous prenez du R-CHOP, il y a du rituximab, mais il y a du cyclophosphamide et l'hydroxydonorubicine. On utilise un alkylant et on utilise un agent intercalant. Donc on va combiner les médicaments avec combinaison des différents mécanismes d'action pour être le plus cytotoxique possible. Alors, après les 6 mois de traitement, le bilan d'extension met en évidence sa persistance de métastase. Méta, à distance, stase, ça stagne. Ça veut dire que vous avez eu une tumeur primitive qui ensuite s'est multipliée et un détachement d'un groupe de cellules tumorales qui vont migrer dans d'autres tissus et pouvoir les identifier ailleurs et avoir en effet un bilan d'extension. On va regarder s'il y a d'autres métastases ailleurs. Le médecin propose une thérapie ciblée, le vemurafenib, Zelboraf. Quelle différence y a-t-il entre une chimiothérapie dite classique et une thérapie ciblée ? Vous avez déjà entendu parler de ça, la thérapie ciblée ? Alors, je préfère le terme thérapie dite ciblée. Alors normalement, oui. Ouais. Alors, je vais refaire la retranscription. En effet, chimiothérapie cytotoxique, c'est toxique pour toutes les cellules qui sont en cours de division. Alors c'est toxique pour les cellules tumorales parce qu'elles sont tout le temps en cours de division, mais c'est toxique également pour les autres tissus qui sont à fort pouvoir de prolifération cellulaire. On n'est pas ciblé. En fait, on vient interagir avec toutes les cellules qui sont en cours de division cellulaire. Une thérapie ciblée, c'est d'identifier une cible qui est préférentiellement portée par la cellule tumorale. Donc on va voir plein de types de thérapies ciblées, puisqu'on a différents types de cancers. Alors on dit le cancer, mais en fait c'est les cancers. C'est un principe le cancer, c'est une multiplication de ces cellules tumorales, comme on l'a vu, qui perd le frein pour la division cellulaire. Mais ça dépend, il y a autant de cancers qu'il y a de tissus. Et vous avez autant de sous-types de cancers par rapport à la classification que peut-on retrouver pour chacune des pathologies. Alors de façon caricaturale, le cytotoxique, c'est la bombe atomique, ça crame toutes les cellules qui sont en cours de division. C'est vraiment l'attaque massive et vous avez en effet bien toutes les cellules qui sont en cours de division qui vont rentrer en apoptose et c'est ce qu'on espère faire, c'est faire mourir ces cellules tumorales qui sont tout le temps en train de se diviser. Médicaments entre guillemets anciens, mais encore largement utilisés de nos jours et heureusement qu'on les a encore. Et les thérapies dites ciblées, alors c'est une action ciblée entre guillemets, sur des protéines ou des voies métaboliques qui sont plus ou moins spécifiques de la pathologie tumorale. Une action ciblée, certes, mais préférentielle, ce n'est pas hyper ciblé, parce qu'on va voir, quand vous avez un lymphome B diffus à grande cellule, vous pouvez identifier une protéine qui est portée par le lymphome B diffus à grande cellule, LBDGC, atteindre ces protéines qui sont exprimées par la cellule tumorale, mais le risque, c'est également d'atteindre les cellules saines qui portent la même protéine. Si vous avez une protéine qui est normalement exprimée par la cellule et que cette cellule en fait dégénère en cellule tumorale, vous pouvez cibler un sous-type cellulaire, mais vous allez atteindre le sous-type cellulaire de cellules saines et le sous-type cellulaire des cellules tumorales. Mais vous avez une action qui est quand même plutôt sélective sur le sous-type cellulaire et pas sur les autres cellules. Alors,
on va avoir en effet des médicaments qui sont d'apparition récente et un profil d'effet indésirable que l'on découvre au fur et à mesure. En effet, jusqu'à avant, là, quand on faisait les bonnes vieilles chimiothérapies, c'était jusqu'aux années 2000. L'apparition des thérapies ciblées, ce sont les années 2000. C'est pas si vieux que ça, c'est pas si ancien que ça quand même. Et donc avant, c'était la chimiothérapie. Un patient sous chimiothérapie, il a nausées, vomissements, perte des cheveux, aplasie médulaire, toxicité sur les gonades. Et après, vous avez d'autres types de toxicité plus ou moins spécifiques suivant le médicament. Mais de façon caricaturale, ça se résumait à ça. Et en fait, avec les thérapies ciblées, on a découvert des effets indésirables qu'on ne connaissait pas du tout en cancérologie. L'augmentation de la pression artérielle. Des atteintes cutanées. Alors, on a vraiment une dermatologie qui s'est fortement développée. Adieu l'acné, ça paye plus. Vous avez maintenant, en effet, les prises en charge dermatologiques avec les médicaments anticancéreux, puisque vous avez bon nombre de médicaments anticancéreux qui donnent des atteintes cutanées. Alors, des actions non centrées sur l'ADN, sur les médicaments cytotoxiques, sur les médicaments anticancéreux. On a vu, si on est cytotoxique, l'avantage, c'est de passer par l'ADN. Comme ça, vous êtes toxique sur toutes les cellules en cours de division cellulaire. Mais si vous voulez être un peu plus ciblé, va falloir choisir d'autres modalités. Et donc, parmi ces autres modalités, vous en avez plusieurs. On ne va pas toutes les voir. Vous avez par exemple les inhibiteurs du protéasome. Alors, protéa, protéine, ASE. ASE, c'est quoi? T'es coupé? Ouais, c'est ça. C'est enzyme, home. Home, c'est un organite. En fait, dans la cellule, dans le cytoplasme, vous avez les microsomes. Les microsomes, ce sont les éboueurs de la cellule tumorale, de la cellule classique. Et le protéasome, normalement, est chargé de récupérer les protéines un peu anciennes ou mal repliées ou un peu aberrantes et les redécouper en acides aminés. Donc en fait, on recycle. On reprend des vieilles protéines qui sont assemblées, chapelées d'acides aminés, on vient redécouper pour libérer les acides aminés et pouvoir faire une nouvelle synthèse de protéines. Et donc des inhibiteurs du protéasome, vous inhibez ce système qui permet le recyclage des protéines un peu anciennes. C'est la greffe des éboueurs. Et quand les éboueurs se mettent en grève, ça devient très rapidement insupportable et c'est le suicide collectif, c'est l'entrée en apoptose. Pour un type de cancer, le myélome multiple, on va utiliser ces médicaments, bortezomib, carfilzomib, qui sont des inhibiteurs du protéasome. On vient inhiber cette capacité de recycler les protéines vieillissantes. On augmente la concentration intracellulaire en protéines aberrantes, greffe des éboueurs, et ensuite on engage la cellule vers l'apoptose. Modification de la réponse immunitaire, on en a parlé tout à l'heure. Hormonothérapie, on l'a vu tout à l'heure, où vous avez des médicaments qui vont cibler des voies de signalisation cellulaire qui permettent de moduler la division cellulaire. Donc ça a des applications sur certains types de cancers, mais pas sur tous. Et vous avez ensuite les inhibiteurs des protéines kinases. Alors, Madame G, on vous a dit, elle a du vemurafenib. Si vous voyez le suffixe nib, tib, eh bien, c'est un inhibiteur de protéines kinases. Ça vous donne un indice. Alors, vous vous souvenez certainement sur ces protéines kinases, ça contrôle la médiation intracellulaire. Vous avez le récepteur qui est à la surface, puis ensuite une activation de ce récepteur, de ces récepteurs, il y en a une multitude, et ensuite une cascade de protéines kinases intracellulaires. Vous vous souvenez, vous avez une protéine kinase qui est inactive, qui passe à l'état actif, et cette protéine kinase active, engage également une activation sur une autre protéine kinase. Et on a une cascade de médiation cellulaire. Alors on retrouve en effet
antagonistes des récepteurs transmembranaires ou des protéines intracellulaires à activité tyrosine kinase. Vous avez le suffixe ici. Vemurafenib, le Zelboraf, si vous regardez sur votre iPhone, vous avez inhibiteur de sérine thréonine kinase, des BRAF, et c'est pour ça que ça s'appelle rafenib. Parce que dans les protéines kinases, il y a 518 protéines kinases différentes dans le génome humain. Et vous avez en effet des sous-types. Il y a les tyrosines kinases, il y a les sérine thréonine kinases, il y a des protéines atypiques. Et donc, suivant la cible, on va avoir une DCI qui est plus ou moins spécifique. Alors, le vemurafenib, ça inhibe cette protéine BRAF. Et la mutation de BRAF, c'est la substitution d'une valine par un autre acide aminé en position 600. Vous vous souvenez, sur votre chapelet d'acides aminés, si vous avez la substitution d'un acide aminé par un autre, dû à une mutation, parce que votre code génétique a été modifié, vous pouvez passer d'une protéine qui est normalement activable à une protéine constamment activable. Si cette protéine est impliquée dans la prolifération cellulaire, vous allez avoir un signal constant de prolifération cellulaire. Et c'est le cas dans certains types de mélanomes. Vous avez certains mélanomes pour lesquels on va avoir une mutation de cette sérine en position 600, où on perd le contrôle de possibilités d'activation-inactivation, et on a constamment une protéine qui est active et donc qui engage la prolifération cellulaire. Donc l'idée, c'est de mettre au point un médicament qui vient bloquer cette protéine kinase. Cette protéine kinase qui est mutée, qui est constamment active. Et on va éteindre cette protéine kinase qui normalement est activable ou pas, mais comme elle est mutée, elle est tout le temps active, on vient directement se fixer dessus. Alors c'est pour vous montrer de manière schématique, vous avez votre ADN double hélice, vous avez simplement la modification d'une base qui vous donne la substitution d'un acide aminé par un autre, et suivant la position de cet acide aminé, suivant le type d'acide aminé, vous allez avoir une modification de la nature de votre enzyme. Et donc là, pour cette BRAF, vous avez une mutation de la sérine en position 600. Donc on se retrouve sur la voie de signalisation cellulaire. En effet, si on regarde un peu plus en détail, dans le mélanome, vous avez ce type de mutation BRAF, puisque vous avez le GFR, c'est le récepteur de croissance épidermoïde. C'est le récepteur qui permet au tissu de proliférer. Et vous avez dans la cascade intracellulaire la protéine RAF. Et c'est cette protéine, quand elle est mutée, on engage constamment le signal de prolifération cellulaire. Que vous ayez une fixation sur le récepteur ou pas, si RAF est tout le temps allumé, ça engage tout le temps une prolifération cellulaire. Et c'est l'origine du cancer. C'est-à-dire qu'en faisant des recherches sur la physiopathologie du cancer, on peut identifier une cible et construire un médicament qui vient directement impacter cette cible. Et on va voir ces inhibiteurs de protéines kinases. Il y en a plusieurs, mais vemurafenib qui vient se coller directement sur cette protéine RAF qui vient éteindre le signal de prolifération cellulaire. Le premier médicament inhibiteur de protéines kinase, c'était l'imatinib. 2001. Premier médicament apparu sur le marché pour la leucémie myéloïde chronique. Il y a 20 ans, la leucémie myéloïde chronique était constamment fatale après 5 ans. C'est-à-dire, on faisait le diagnostic, 5 ans après, l'espérance de vie, c'était 5 ans. Et maintenant, avec ce médicament imatinib, maintenant même on en a plusieurs dans les tiroirs, quand on traite de façon chronique les patients qui sont diagnostiqués avec une LMC, on retrouve les courbes de survie de la population générale. On est passé à une chronicisation de cette pathologie. D'une pathologie révolutionnaire, ça a été un traitement révolutionnaire parce que d'une pathologie constamment fatale, on est passé à une pathologie avec une prise en charge chronique comme si on prenait un patient diabétique,
Alors, même maintenant, on fait. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En effet, on peut être cytotoxique avec une stratégie d'être toxique sur les cellules tumorales directement, mais attention aux effets indésirables parce qu'on est toxique. Ou alors, on peut être avec des modalités plutôt cytostatiques, et c'est un peu le cas pour l'imatinib, où on va déprimer la prolifération cellulaire de ces cellules tumorales. Et même, on est en train de commencer, enfin maintenant, on a un peu de recul, on fait des essais où on identifie un patient qui présente une LMC. On le traite avec l'imatinib. Si pendant 2 ans, on n'a pas de rechute, on peut arrêter le traitement. Après l'arrêt du traitement, on a 30% des patients qui ne rechutent pas. Ça, on n'avait jamais vu ça auparavant. Et donc, en effet, on a réussi à faire éteindre ces cellules tumorales alors qu'on avait une pathologie qui était constamment fatale il y a encore une vingtaine d'années. Alors, je vous ai mis quand même un bon paquet de médicaments dans les pipelines parce que dans vos exercices professionnels, vous aurez des patients qui présentent ce type de médicaments. Ce sont des médicaments qui se prennent par voie orale. On a vu tout à l'heure, la polychimiothérapie, c'est le patient vient en taxi le matin, l'hospitalisation de jour, on lui administre le médicament, pendant une bonne semaine, il est bien malade, bien malade, et on lui dit, attention, si vous avez le nez qui pique, qui coule, il faut nous appeler. Parce que si jamais il y a une fièvre, avec une aplasie médulaire, ça peut être rapidement dramatique. Donc, du traitement séquentiel de chimiothérapie cytotoxique avec les effets indésirables tels qu'on les connaît, on va les voir un peu plus en détail, on est passé à du médicament chronique. Médicament pris par voie orale et avec une dimension maintenant d'observance médicamenteuse. Vous avez des patients qui prennent leurs médicaments et vous avez des patients qui ne prennent pas leurs médicaments. Et ensuite, vous avez des patients qui font des effets indésirables qu'on n'avait jamais vus en cancérologie auparavant. Et donc, vous voyez que la liste s'allonge au fur et à mesure. Je ne vous ai pas mis les dernières années parce que sinon, ça ne rentrait plus dans la diapo. Mais vous avez un grand nombre de médicaments et même, vous avez, sur ces inhibiteurs de protéines kinases, des indications qui apparaissent dans d'autres pathologies que les spécialités de cancérologie. On commence à utiliser ces médicaments dans la sclérose latérale amyotrophique ou la polyarthrite rhumatoïde pour le baricitinib. Et donc, ce sont des médicaments que vous allez rencontrer dans votre exercice professionnel assez rapidement, puisqu'on a quand même un grand nombre de patients qui présentent ce type de médicaments. Donc, vous les repérez avec le suffixe NIB, NIB ou TINIB ou RAFENIB, etc. Ce sont des inhibiteurs de protéines kinases. Ça se prend par voie orale et c'est bloqueur, normalement, d'une cible qui est portée par la cellule tumorale. Mais on va voir que ça cible plusieurs protéines kinases et donc on peut avoir des effets indésirables associés à des tissus qui sont sains. Alors vous avez le dasatinib, c'est la formule complète là. Ce sont des petites molécules, donc ça peut se passer par voie orale. Et en fait, quand on représente les 518 kinases, vous avez là ce qu'on appelle un trispot, un kinome, c'est-à-dire une représentation des 518 kinases. Et quand vous regardez votre médicament, en fait, il ne cible pas une seule kinase, il cible plusieurs kinases. Et donc, vous allez avoir l'effet anticancéreux sur une kinase, mais potentiellement des effets indésirables sur des fixations sur d'autres kinases et autres qui ne sont pas du tout impliqués dans le processus pathologique. Alors, on a vu les inhibiteurs de protéines kinases. Ce sont des thérapies ciblées, on l'a dit, c'est cibler directement une protéine qui est impliquée dans le processus de prolifération cellulaire de la cellule tumorale. Ensuite, on va voir les anticorps monoclonaux, suffixe MAB. Ces anticorps, en effet, ont été mis au point à la fin des années 90 au niveau thérapeutique. Vous avez les protéines chimériques, les XIMAB, puis ensuite humanisé les UMAB, et d'apparition encore un peu plus récente, les MUMAB qui sont entièrement humains. C'est ce fameux Y. Et en effet, vous avez du matériel génétique qui, à l'origine, était d'origine murine, de la souris. On faisait du génie génétique dans les cellules de souris. Et ensuite, on a maintenant, en effet, des anticorps qui sont totalement humanisés. Quel est l'intérêt ? Pourquoi on cherche à les humaniser au maximum ? Ouais, pour qu'ils soient mieux tolérés, c'est-à-dire
ne pas les faire reconnaître par le système immunitaire comme des éléments étrangers à l'organisme. Plus c'est humanisé, plus le système immunitaire va tolérer en effet l'administration de ces médicaments. Donc, on va retrouver différents types de médicaments. Je vous ai mis le bevacizumab, médicament anti-VEGF. Le VEGF, c'est le Vascular Endothelial Growth Factor, puisque quand une cellule tumorale solide, un cancer solide, quand ça se met à croître, à pousser, quand la tumeur grossit, eh bien, elle est capable de synthétiser du VEGF. Ce VEGF, c'est le facteur qui augmente la néovascularisation, c'est-à-dire que si la tumeur grossit, il va falloir augmenter les apports sanguins. Et la tumeur a cette capacité à synthétiser des médiateurs qui permettent d'augmenter la vascularisation autour de la région où elle est implantée pour améliorer son alimentation. Et donc, on peut utiliser des médicaments qui viennent capter ce médiateur, le VEGF, pour limiter l'apparition de la néovascularisation et on vient asphyxier la tumeur. C'est-à-dire que la tumeur continue à croître, comme elle est désordonnée, elle continue à croître de manière constante. Et si on réussit à limiter la néovascularisation, eh bien on va avoir une vascularisation qui va être déficiente sur le territoire tumoral et donc on va essayer d'asphyxier cette tumeur. Donc c'est pas cytotoxique là. C'est pas par ce mécanisme qu'on est toxique pour les cellules. On vient essayer de limiter la progression de ces cellules avec le bevacizumab. Autre médicament, le rituximab. Je vous en ai parlé dans le R du R-CHOP. R pour rituximab, anticorps dirigé contre le CD20. Le CD20 est porté par le lymphocyte B. Comme le lymphome B diffus à grande cellule, c'est un lymphocyte B qui devient tumoral, eh bien, si on arrive à coller un anticorps sur du CD20, on va réussir à coller un anticorps sur les cellules tumorales. Et on vient, en effet, contribuer à la cytotoxicité, puisque quand l'anticorps est fixé sur la cellule tumorale, sur son CD20, eh bien, on va avoir une attaque immunitaire sur cet anticorps qui a été fixé par une cellule. Apparu dans les années 20, on est à 25 médicaments, mais on augmente au fur et à mesure, on en voit de plus en plus apparaître, et vous allez en avoir dans votre exercice professionnel, c'est sûr. Alors, Madame G a vu que le dernier prix Nobel était l'immunothérapie. Vous avez regardé la presse un peu l'année dernière, où c'était à fond les examens, le métier d'étudiant pour passer avec brio les ensembles des embûches. L'immunothérapie, ça vous parle un peu? Ça tombe bien parce que j'ai des diapos. Alors, est-ce que l'immunothérapie pourrait être indiquée chez cette patiente? Alors, le principe, c'est vous avez une cellule tumorale, comme on l'a dit tout à l'heure, ça se divise tout le temps. Et parfois, ça se divise tellement vite que ça donne des aberrations chromosomiques et des aberrations du matériel génétique. Et donc, on peut se retrouver avec des cellules tumorales qui vont produire des protéines aberrantes. Votre cellule tumorale, elle va rentrer en contact avec la cellule présentatrice d'antigènes. Ça vous parle ça? Vous vous souvenez? Vous l'avez vu? Peut-être un peu en détail, mais de manière schématique. Vous avez la cellule présentatrice d'antigènes qui peut prendre des fragments cellulaires d'une autre cellule, la présenter au lymphocyte T inactif. Ce lymphocyte T inactif va s'activer, se proliférer et être spécialisé dans la reconnaissance de la protéine pour laquelle la cellule présentatrice d'antigènes lui a montré l'aptène. Et donc, vous allez avoir cet effet cytotoxique immunomédié, puisque vous avez votre cellule tumorale qui produit des protéines aberrantes, présentatrice d'antigènes qui présente au lymphocyte T inactif, prolifération cellulaire de votre lymphocyte T actif, qui devient actif, et qui vient attaquer vos cellules tumorales. Alors, dans les systèmes physiologiques, vous avez toujours une pédale d'accélérateur, une pédale de frein. Par conséquent, ce système immunitaire peut être freiné. Le lymphocyte T actif est freinable. Alors, il y a différents points de contrôle. C'est ce qu'on appelle les
immuno-checkpoints. Et vous avez en effet la possibilité d'avoir une pédale de frein. Hop. Ici, sur le lymphocyte T inactif, vous avez la protéine dite CTLA4. Alors retenez pas ça par cœur, hein. C'est surtout le principe qu'il faut retenir. L'immunothérapie, en fait, c'est de bloquer les freins. Bloquer les freins de la réponse immunitaire. Et ainsi favoriser l'attaque du lymphocyte T actif sur les cellules tumorales. Si vous bloquez les inhibiteurs, eh bien, vous augmentez la cytotoxicité sur les cellules tumorales. C'est ça le principe de l'immunothérapie. Alors, vous avez l'ipilimumab, suffixe mab, anticorps, qui vient se fixer sur le CTLA4, qui est un inhibiteur. Vous avez le nivolumab et pembrolizumab, qui viennent se fixer sur le PD1. Parce que l'ingéniosité de la cellule tumorale, c'est potentiellement de fabriquer, d'exprimer une protéine PDL1 qui lui permet d'inhiber l'attaque du lymphocyte T actif. C'est un bouclier, le PDL1. C'est-à-dire que les cellules tumorales ont la capacité de présenter le PDL1, ce qui fait que le lymphocyte T, quand il rencontre ce PDL1, il ne va pas venir attaquer la cellule tumorale. Et donc, on peut utiliser des anticorps qui vont bloquer ce PDL1 ou ce PD1 et donc limiter cette inhibition du système immunitaire. Alors l'immunothérapie, ça va avoir des indications, ça a déjà des indications que dans certains types de cancers. Je vous ai mis, alors c'est en schématique, vous avez en effet, on l'a vu, certaines tumeurs pour lesquelles on va avoir une seule mutation dans tout le matériel génétique qui vont modifier la prolifération cellulaire. Et donc cette prolifération cellulaire ne va pas être associée à une dégénérescence du matériel génétique. Au contraire, vous avez d'autres tumeurs pour lesquelles vous avez fréquemment l'apparition d'aberrations chromosomiques et d'aberrations du patrimoine génétique. Donc l'immunothérapie, ça marche très bien, enfin ça marche assez bien sur certaines tumeurs et ça ne marchera pas sur d'autres tumeurs pour lesquelles vous avez une faible aberration du matériel génétique. Parce que l'idée du système immunitaire, c'est d'attaquer des cellules qui sont identifiées comme étrangères. Si vous avez une attaque par le système immunitaire de cellules qui appartiennent au sujet, eh bien c'est une pathologie authentique d'auto-immunité. Et donc, vous avez les indications là, c'est mélanome, poumon, vessie, poumon, c'est différents types de poumons, où en effet, vous avez sur l'axe des ordonnées le pourcentage d'aberration chromosomique. Alors c'est en fonction logarithmique, vous avez en effet eh bien, le pourcentage d'aberration chromosomique et on voit que le mélanome, ça dégénère très rapidement, c'est-à-dire que ça se divise très vite, des cellules tumorales d'origine du mélanome, du mélanocyte, et donc ça donne des aberrations du matériel génétique, et donc ça produit des protéines aberrantes, et donc c'est un très bon candidat pour utiliser l'immunothérapie parce que ça va être facilement reconnu par le système immunitaire comme des cellules étrangères à l'organisme. Et vous regardez, en effet, bien, vous avez certains cancers pour lesquels ça peut avoir des applications et d'autres cancers pour lesquels l'immunothérapie n'aura pas vraiment d'efficacité. Oui. 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 Alors, sur le rituximab, c'est porté par le CD20. Quand vous avez des cellules avec une auto-immunité, c'est souvent médié par le lymphocyte B. Et donc, on vient attaquer ce lymphocyte B qui, c'est pas tumoral, mais c'est en effet une prolifération cellulaire qui est trop importante. Donc, on vient limiter la population des lymphocytes B en fixant du rituximab dessus. Alors là, c'était pour vous montrer où, en effet, bien, vous avez plusieurs points de protéines qui sont identifiés pour des applications d'immunothérapie. Donc, on n'a pas fini de voir l'immunothérapie de nos beaux jours, de voir disparaître. On va en avoir de plus en plus. Vous allez avoir de plus en plus de patients qui sont sous immunothérapie et maintenant, on commence à faire des combinaisons.
À aujourd'hui, pour le mélanome en rechute, on a 30% des patients qui sont répondeurs à l'immunothérapie. Autrement dit, 70% des patients ne répondent pas à l'immunothérapie. Ça ne fait pas quand même rêver. Ce n'est pas une efficacité foudroyante, mais c'est vrai que ça permet de reprendre des patients pour lesquels on était en impasse thérapeutique et pour lesquels on n'avait aucune autre stratégie à leur proposer. Ça, je vous en parle pas. Alors, lors des cures de chimiothérapie, cytotoxique, j'ai perdu mes cheveux, j'ai vomi, j'ai eu une infection pulmonaire. Le médecin m'a dit que avec ce vémurafenib, je n'aurais aucun effet indésirable car c'est une thérapie ciblée. Alors, je vous ai déjà vendu la mèche. C'est-à-dire que si on est cytotoxique, certes, on va avoir le profil d'effet indésirable classique, mais si on est thérapie ciblée, on va avoir un profil d'effet indésirable différent, mais on va avoir potentiellement des effets indésirables. Au tout départ, dans les années 2000, on nous présentait ces médicaments anticancéreux de thérapie ciblée dénués d'effets indésirables. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Et en fait, non, c'est un nouveau profil d'effet indésirable qui est apparu en cancérologie. Les médicaments cytotoxiques sont toxiques. Ils sont toxiques sur la moelle osseuse, l'épithélium intestinal, le follicule pileux, les gonades. Alors cet été, quand vous êtes baladé sur la plage et que vous vous êtes ouvert la plante du pied, ça met combien de temps à se refermer une plaie sur le pied? 2-3 semaines, hein, pour bien fermer, que ce soit tout beau, tout propre. Quand vous allez aux rues manger votre sandwich, si vous mordez l'intérieur de la bouche, ça cicatrise en combien de temps? 2-3 jours. Et oui, tout l'épithélium intestinal est un épithélium à fort pouvoir de prolifération cellulaire. C'est un épithélium qui se divise très rapidement puisque c'est en contact avec le milieu extérieur, ce que vous avalez, ce qu'on avale. Et c'est ce qui assure l'étanchéité entre le système extérieur, le milieu extérieur et l'organisme. Et donc c'est stratégique pour l'organisme d'avoir un tissu qui est cohésif et qui se divise très rapidement. Donc quand on donne des médicaments de chimiothérapie cytotoxique par voie parentérale, ça donne des inflammations du tube digestif. Ça donne des inflammations du tube digestif parce que c'est constamment en train de se diviser. Vous donnez des médicaments qui sont cytotoxiques pour toutes les cellules qui sont en cours de division cellulaire. Donc vous êtes toxique pour les cellules tumorales, mais vous êtes également toxique pour tous les tissus pour lesquels on a un fort pouvoir de prolifération cellulaire. Le follicule pileux. Quand vous avez une plaie à la tête, comme disait ma prof d'hémato, ça saigne la rage. Une plaie à la tête, oui, ça saigne beaucoup puisque vous avez en effet une très forte perfusion du système nerveux central et de l'axe céphalique. Et le bulbe du cheveu est très bien imprégné en plasma, en sang. Et vous avez dans le bulbe du cheveu des cellules qui sont à fort pouvoir de prolifération cellulaire. Ce qui fait que quand vous administrez une chimiothérapie, elle est très bien perfusée au système nerveux central, à l'axe céphalique, et dont le territoire cutané des cheveux. Et vous allez avoir ces cellules tumorales qui vont se retrouver impactées, et par conséquent, vous avez potentiellement une chute des cheveux. Chute des cheveux qui est toujours réversible à l'arrêt de l'administration de la chimiothérapie. Il faut rassurer les patients. Et c'est inconstant. Certains patients perdent leurs cheveux, d'autres patients ne perdent pas du tout leurs cheveux. Pour le même médicament, pour la même pathologie, pour les mêmes doses. On dit c'est allopéciant. L'alopécie, c'est la perte des cheveux. Alors, toxicité hématologique, c'est destruction des cellules sous-schématopoïétiques en cours de différenciation. Les cellules de la moelle, c'est tout le temps en train de se diviser. C'est ce qui permet d'organiser le transport du sang, le transport d'oxygène par le sang avec les globules rouges. C'est ce qui permet de faire l'immunité avec les globules blancs. Comme c'est tout le temps en train de se diviser, si vous donnez des médicaments cytotoxiques sur les cellules qui sont en train de se diviser, bien vous allez impacter et on a des aplasies médulaires. Les complications, c'est quoi?
aplasie médulaire, quel est le risque? Risque infectieux, puisque c'est l'immunité. Donc si vous diminuez la compétence immunitaire, le sujet sera à risque infectieux. Et c'est ce que je vous disais, quand on fait du AirShop 21, tous les 21 jours, on va faire des bilans bio réguliers, de manière à vérifier la formulation sanguine, de manière à vraiment valider qu'on a encore suffisamment de globules blancs pour avoir une compétence immunitaire. Mais si le patient présente des syndromes fébriles, un syndrome fébrile, s'il y a une aplasie médulaire, ça peut très rapidement mal tourner. Donc il faut toujours avoir en tête qu'un patient sous chimiothérapie est potentiellement immunodéprimé. Donc le petit nez qui coule, c'est pas banal. Il faut absolument réussir à faire un bilan et voir si c'est simplement une infection intercurrente ou vraiment si c'est le début d'une histoire d'un effet indésirable qui peut être très compliqué. Alors vous avez des effets cumulatifs, c'est-à-dire qu'avec les alkylants, eh bien, le risque d'aplasie médulaire augmente en fonction du nombre de cures administrées. C'est 6 à 8 cures pour le AirShop 21 par exemple avec le cyclophosphamide. Et on sait qu'on a une toxicité qui est additive et donc le risque d'aplasie augmente au fur et à mesure du déroulement de ces cures de chimiothérapie. Toxicité gastro-intestinale, vomissements, les plus émétisants, cisplatine, cyclophosphamide, anthracycline. Vous avez également des diarrhées, des constipations. Et les toxicités dermatologiques, comme je vous disais, vous avez le territoire cutané qui met du temps à se multiplier. Mais il faut avoir en tête également, si vous avez un patient sous chimiothérapie, si vous faites une chirurgie, eh bien, le processus cicatriciel ne sera pas aussi rapide qu'un sujet qui n'a pas de chimiothérapie. Donc dans la prise en charge, quand vous faites une exérèse chirurgicale de la tumeur, il faut prendre en compte que la cicatrisation ne se fait pas de manière aussi rapide par rapport à un sujet qui est indemne de l'administration de chimiothérapie. Toxicité sur les gonades, stérilité homme-femme avec les agents alkylants. Donc pour des sujets qui sont jeunes, en âge de procréer, qui présentent un épisode de cancer, on peut chez la femme faire un prélèvement d'un ovaire pour le congeler, pour ensuite organiser une PMA par la suite, ou alors faire un prélèvement des gamètes pour le sujet de sexe masculin, de manière en effet à organiser les choses à distance de cette chimiothérapie. Extravasation, attention, quand vous avez des médicaments qui sont cytotoxiques, vous les administrez par voie parentérale. Il y a certains médicaments, notamment la vincristine, les plus puissants médicaments cytotoxiques que l'on connaît, c'est dérivés alcaloïdes de la pervenche, où on ne peut les administrer uniquement dans des veines de gros calibre, dans la chambre implantable. Ils sont tellement cytotoxiques que vraiment, il ne faut pas s'amuser à les administrer par voie veineuse classique sur le poignet, par exemple. Parce que le risque, c'est que vous ayez du médicament qui sorte du secteur vasculaire, qui soit à concentration extrêmement importante dans le territoire environnant, et on a des nécroses jusqu'à l'os, et la greffe prend très difficilement parce que vous avez quelque chose qui est vraiment nécrosé de manière profonde. Effet indésirable des thérapies ciblées, thérapies dites ciblées, et vous avez en effet l'apparition d'effets indésirables qu'on ne connaissait pas en cancérologie. Alors on va retrouver toute une description sur la dermatologie, c'est vrai. On va retrouver des réactions de lyse cellulaire, c'est-à-dire que votre tumeur se retrouve nécrosée de façon très rapide, libère son matériel protéique, et on va avoir des syndromes de choc. Et selon la cible, on peut retrouver des médicaments qui donnent des insuffisances cardiaques, des risques hémorragiques avec les anti-VEGF, des hypertensions artérielles avec les anti-VEGF encore. Vous avez parfois des fissures au niveau des doigts, au niveau du territoire cutané, et ça fait extrêmement mal aux patients. Ça fait des crevasses sur les doigts, c'est vraiment sensible. Alors vous savez avec quoi comment on traite ça?
les crevasses, comme ça. Alors? Hein? On met de la superglue. Simili-superglue. La superglue a été développée pour la guerre du Vietnam pour recoudre les plaies, normalement. La superglue, c'est pas fait pour... à l'origine, c'était pas fait pour recoller les pots cassés. Mais en fait, le cyanoacrylate qu'on utilise, on s'est rendu compte que c'est un peu toxique. Donc on a un type de colle, et c'est comme de la superglue, où en effet, l'avantage c'est que ça cautérise la plaie. Vous collez très très bien les deux bords, et encore en plus, ça cautérise un petit peu la plaie, et donc vous n'avez plus cette sensation extrêmement douloureuse due à cette crevasse. Donc pour les patients, en effet, on leur rachète de la colle particulière, et on met un petit point, une ligne de colle, et c'est assez efficace, c'est vraiment assez impressionnant. Et ensuite, vous avez les trichomégalies, hypertrichoses sous afitinib, c'est-à-dire des cils qui vont se mettre à avoir une longueur extrêmement importante, des acnés parfois assez impressionnantes, des troubles digestifs. Et donc, véritablement, on découvre le profil d'effet indésirable avec ces médicaments dits de thérapie ciblée, d'autant plus que les essais cliniques, bien souvent, se font de manière très rapide, avec un nombre de patients très restreint. Pour l'ibrutinib, un médicament dans la leucémie lymphoïde chronique, vous avez certainement vu le professeur Loïc Isebert dans les enseignements, qui est le patron national et presque international de l'ibrutinib. Et en effet, ce médicament a été développé et on a inclus 265 patients pour obtenir l'AMM. 265 patients au monde. C'est des AMM qui sont très très rapides, des développements qui sont très rapides. Certes, on a un bénéfice clinique pour contrôler la pathologie, mais quand le médicament arrive sur le marché, on ne le connaît quasiment pas, puisque avoir une évaluation à distance avec 265 patients, quand vous avez un effet indésirable qui apparaît sur une fois sur 100, eh bien, pour l'essai clinique, on passe complètement à côté. Par contre, quand vous avez plusieurs milliers, dizaines de milliers de patients qui sont exposés, si c'est un effet indésirable qui est potentiellement grave et sévère, eh bien, vous avez de la casse au passage, mais le médicament est déjà sur le marché. Donc, il faut vraiment faire attention à ce type. Alors, je fais la promo pour, en effet, vous avez la possibilité de déclarer les effets indésirables. En tant que professionnel de santé, vous avez l'obligation réglementaire de réaliser la notification d'effets indésirables. Quand un patient présente un effet indésirable ou on suspecte que ce soit un médicament, vous devez faire la déclaration, vous devez contacter le médecin qui prend en charge le patient de manière à organiser le système de pharmacovigilance. D'autant plus qu'avec ces nouveaux médicaments qui ont des développements cliniques très rapides, alors certes ils sont très rapidement sur le marché, ça peut avoir un bénéfice, mais encore une fois quand ils arrivent sur le marché, on ne les connaît pas. Et donc on va avoir la nécessité d'avoir un développement clinique de surveillance une fois que le médicament arrive sur le marché. Alors pour récap, on a vu la chimiothérapie cytotoxique. On est cytotoxique sur les cellules en cours de prolifération cellulaire. On cherche à rendre mortelle une cellule immortelle. Les cellules tumorales, c'est à fort pouvoir métabolique, ça consomme tout le temps du glucose, pour pouvoir se diviser. Et donc, en utilisant des principes actifs qui viennent bloquer le cycle cellulaire, on va faire rentrer en apoptose une cellule qui normalement est immortelle. On a différentes possibilités, les antimétabolites, qui se font passer pour les constituants de l'ADN, ou alors des médicaments qui viennent se fixer directement sur la double hélice d'ADN, et préférentiellement de la double hélice d'ADN qui est en train de se diviser. C'est comme ça que vous allez avoir un impact plutôt sur les cellules en cours de prolifération cellulaire. Ou alors, action pendant la mitose, on l'a passé relativement rapidement, vincristine-paclitaxel, sur les inhibiteurs de la polymérisation des molécules de tubuline pour la vincristine, de la dépolymérisation pour les dérivés du taxol. Action non centrée sur l'ADN, et j'ai passé un peu plus de temps sur les inhibiteurs de protéines kinases. C'est bientôt fini. Les inhibiteurs de protéines kinases, vous avez une multitude de médicaments qui arrivent sur le marché. Il va y en avoir d'ici à peu près 5 ans, une cinquantaine.
vous aurez des patients qui sont avec ces inhibiteurs de protéines kinases. Et à vrai dire, on ne les connaît pas encore vraiment, ces médicaments. En termes d'interaction médicamenteuse, en termes d'effets indésirables à long terme, puisque l'objectif, c'était que nos patients ne décèdent pas de leur cancer. Et maintenant, on retrouve des courbes de survie qui sont comparables à la population générale. Et donc, on va retrouver des profils d'effets indésirables sur des expositions à long terme et des choses qu'on ne connaissait pas. Anticorps monoclonaux, où en effet, eh bien, on va cibler certaines cibles sur la prolifération cellulaire et donc avoir un impact directement sur ces cellules tumorales, préférentiellement tumorales, mais encore une fois, thérapie ciblée entre guillemets, on cible une cible qui est portée par la cellule tumorale, mais ce n'est pas pour autant qu'on est complètement indemne sur les cellules saines. La conclusion. Ah oui. Sur, pardon ? Le sujet jeune. Non. Le jeune. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, à mon avis. Il faut mieux être... alors, quand on a une chimiothérapie, généralement, ça secoue, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est des médicaments cytotoxiques avec une pléiade d'effets indésirables. Donc, il vaut mieux avoir une alimentation bien équilibrée et des apports riches. Et même pour les patients qui ont des difficultés à avoir l'alimentation, on va pouvoir leur donner. Alors après, c'est vrai que certaines études montrent que l'excès d'alimentation, notamment de viande rouge, est associé à une augmentation du risque basal de cancer. C'était ça votre question ? Et que les périodes de jeûne pouvaient... Alors après, c'est des effets de mode. Ouais. Ouais. Alors ça a été un petit peu le scoop pendant un moment de Steve Jobs, qui a utilisé cette technique-là, et ça n'a pas été vraiment une réussite. Donc bon, après, oui, ça peut être une approche. Alors après, on peut débattre. C'est-à-dire que je vous ai mis sur l'immunothérapie l'ipilimumab. L'ipilimumab, quand il a eu son AMM, c'était dans le mélanome métastatique, c'est-à-dire quand on est vraiment en bout de course, ces médianes de survie des patients, c'est 6 mois. S'il vous plaît, il n'y en a plus que pour quelques minutes. L'ipilimumab, on l'a vu dans l'immunothérapie, c'est celui qui tape sur le lymphocyte T qui n'est pas encore actif. Cancer métastatique, mélanome, comme Madame G, mais qui a déjà des métastases. Quand on fait le bilan d'extension, quand on découvre la pathologie, s'il y a déjà des métastases, à l'époque, avant ce médicament-là, la médiane de survie, c'était 6 mois. On fait le diagnostic, la moitié des patients sont décédés au bout de 6 mois. On a rajouté l'ipilimumab, on a eu une augmentation de 2,1 mois. Est-ce que 2,1 mois, c'est significatif de gagner en survie? C'est pas facile à dire. Mais en fait, c'est un peu masqué, c'est-à-dire que c'est 2,1 mois en moyenne, c'est-à-dire que 30% des patients avaient le bénéfice, 70% n'avaient pas du tout le bénéfice. C'est-à-dire que pour 70% des patients, qu'on donne ou pas l'ipilimumab, ça donnait la même chose. Par contre, pour une fraction, les 30% ont augmenté significativement les survies et durée de vie. Donc après, en effet, le bénéfice qui est gagné, est-ce que parfois choisir d'avoir un acharnement thérapeutique, entre guillemets, avec des médicaments cytotoxiques costauds jusqu'à la fin, et donc avoir plusieurs mois, mais plusieurs mois à l'hôpital, ou alors avoir une politique de soins palliatifs avec des régimes particuliers pour essayer d'avoir une qualité de vie qui se maintient et d'avoir pas une volonté cytotoxique, bah ça peut se tenir. Mais le jeune, ouais, je suis assez prudent quand même. L'image était en effet Steve Jobs. Historique important des anticancéreux, combinaison des principes actifs entre eux par cure, et on va combiner à la fois les médicaments cytotoxiques avec les médicaments de thérapie ciblée, chose pour laquelle je n'ai pas trop insisté, c'est-à-dire on fait des réunions de concertation pluridisciplinaire, des RCP. Vous la présentez ça? Oui. Donc en effet, on va avoir le diagnostic du cancer, présenté à des spécialistes dans leur domaine, et on va choisir le meilleur traitement pour le patient donné, meilleur traitement où on a les meilleures connaissances, et si jamais il y a rechute, même chose, on repasse en RCP, etc. etc. Élimination des cellules cancéreuses, c'est l'objectif d'un traitement anticancéreux. Cytotoxique, on est toxique pour les cellules à fort pouvoir de prolifération cellulaire, et donc on retrouve un profil d'effet indésirable tel qu'on l'a décrit tout à l'heure. Et les thérapies dites ciblées, on va retrouver un nouveau profil d'effet indésirable avec des effets indésirables qu'on ne connaissait pas auparavant. Oui.
Non. Alors, ça dépend. Pardon, je dis non. Ça dépend des RCP. Il y a des RCP pour lesquels on invite le patient et on débat. Alors après, quand on fait les RCP à l'oncopole, on a genre 18 dossiers sur la matinée, quoi. Donc, on ne peut pas avoir... Parfois, en effet, on va avoir... Au niveau réglementaire, on a l'obligation maintenant de faire une consultation d'annonce. Vous avez vu ça peut-être? C'est-à-dire qu'on va annoncer au patient tous ces risques. Alors des fois, généralement, le patient, bien souvent, il arrête d'entendre, il écoute, mais il arrête d'entendre à partir du moment où on lui a prononcé le mot cancer. Et que on doit lui présenter tous les risques et tous les objectifs thérapeutiques, et parfois, ce n'est pas forcément intégré sur le moment. Et la RCP, parfois, c'est vraiment très technique, où on va utiliser les acronymes, le RSHOP 21, est-ce que vaut plutôt du RSHOP ou du RCA-VBP? Et donc, le patient se retrouve un petit peu noyé d'informations et aura du mal. Donc, il vaut mieux avoir une consultation privilégiée et lui expliquer ce qui a été décidé en RCP. Et même parfois, à la RCP, on peut choisir 2 options et demander au patient de choisir suivant ces 2 options. Que ce soit le patient qui ait sa décision finale. Bon courage pour la suite de l'aventure et à bientôt.